passe la parole à Georges Abilaoud qui nous présente donc un cas d'adulte. Merci beaucoup. Merci Federico et bravo pour ta thèse, félicitations. Donc, il s'agit d'une femme de 64 ans, obèse, déjà ostéoporotique à la base avec un traitement par corticothérapie orale au long cours, qui se présentait pour une cruralgie L4 bilatérale rebelle, sans aucun déficit sensitivo-moteur. Au départ, elle avait ses radios, donc en février 2007, on trouvait qu'elle avait une incidence pelvienne de 62 degrés et une lordose lombaire qui était faible à 30 degrés. Et on voyait aussi qu'elle avait en flexion-extension une hyperflexion, une hypersyphose qui s'effectuait au niveau du disque L4-L5 avec un angle L3-S1 qui était de 5 degrés. Donc, le restant de sa lordose lombaire se faisait au niveau de l'arc supérieur. On voit aussi l'évolution de son disque L4-L5 avec le temps, avec une dégénérescence très rapide entre juin 2006 et février 2007. Donc, avec plusieurs options thérapeutiques. Ce qui avait été retenu à l'époque, c'était une correction de l'endroit le plus déformé, donc c'était en L3, L4, L5, avec une correction qui était assez satisfaisante sur le L4, L5 au départ sur les radiographies intraopératoires et post-opératoires. Une lordose lombaire qui avait augmenté, mais qui était quand même un peu discordante avec son incidence pelvienne, qui était aux alentours de 60 degrés. En février 2007, elle avait ce montage avec une correction qui était acceptable et satisfaisante sur le plan clinique et radiologique. On voit l'évolution, donc elle a été revue en consultation 2 mois après l'intervention en avril, puis en août 2007, et on voyait que la mémoire de la syphose L4-L5 était bien revenue avec une patiente qui allait moins bien. Donc, en juin 2008, elle a de nouveau une récidive de sacruralgie, un périmètre de marche qui était devenu assez faible. Donc, à l'examen clinique, un déséquilibre antérieur majeur et toujours l'absence de déficit sensitivo-moteur. Donc, c'est les premières radios EOS dont elle a bénéficié. Donc, en effet, en mars 2009, on voit qu'elle est nettement déséquilibrée, mais elle garde une capacité d'extension dorsale qui est impressionnante, avec une syphose dorsale qui est à 6 degrés, qui essaie de contribuer à son redressement. Toujours une incidence pelvienne assez élevée à 60 degrés, et là, une lordose lombaire globale qui était aux alentours de 0 degré. Donc, à ce niveau-là, se poser la question, donc, en termes d'intervention, je pense qu'il y avait toute l'indication à opérer. Mais qu'est-ce qu'il fallait faire déjà à ce stade pour la rééquilibrer? On voit bien qu'elle est pas mal obèse et certainement euh, ostéoporotique. Donc, parmi toutes ces possibilités, nous avions retenu un T12S1 iliaque avec une ostéotomie au niveau de L4. La question qui se posait aussi, c'était est-ce qu'à l'époque, il fallait cimenter la dernière vertèbre instrumentée et celle qui est sous-jacente? Donc, on voit que la correction est quand même satisfaisante sur le plan sagittal. En coronal, elle est légèrement déséquilibrée, mais cliniquement, en post-opératoire, elle se tenait bien et elle se maintenait bien, avec un angle de lordose lombaire qui avait gagné par rapport à la dernière intervention et une syphose dorsale qui était restée quand même faible et discordante avec sa lordose lombaire. Donc, en août 2009, quelques mois après, elle revient avec ses radios et des douleurs atroces, sans aucune atteinte neurologique, avec la fracture qui s'est effectuée au niveau de la T12, donc la dernière vertèbre instrumentée. Donc, comme l'avait montré ce matin euh, Arthur André, donc qu'est-ce qu'on pourrait faire ici qui pourrait nous aider dans ce cas? Donc nous, en effet, un cliché sur table couché sur le dos permet de voir qu'il y a une correction possible à cet endroit.
donc de la charnière, là où il y a la fracture notamment. Donc là, c'était le scanner et l'IRM qui ont été faites en post-opératoire. On voit un petit peu une déformation de la moelle épinière, mais un liseré de sécurité qui persiste tout autour, sans aucune anomalie clinique au niveau des membres inférieurs. La question qui se pose, est-ce que la fracture aurait-elle pu être évitée dans ce cas-là? Est-ce qu'il fallait réellement cimenter pour éviter la fracture de cette vertèbre fragilisée et fragile par l'ostéoporose? Donc là, il y a un article de 2017 par Québec qui a voulu analyser et voir s'il y avait un intérêt à cimenter les dernières vertèbres. Et en conclusion, donc il n'y a pas vraiment de conclusion, on est sur du may et does not appear to decrease the incidence of GK at 5 years. Donc la cimentation n'avait pas fait de preuve sur l'amélioration du PGF, PGK. Donc en août, elle se retrouve avec cette radio, avec un bon équilibre coronal et sagittal. Sa syphose dorsale qui était augmentée. Donc, entre les deux, on voit la correction. Donc, est-ce qu'il fallait faire quelque chose de plus à ce stade-là ou est-ce qu'il fallait laisser cette patiente récupérer tranquillement? Ouais. Donc, on a le scanner qui montre qu'il y a quand même un gap important au niveau de cette région thoracolombaire. Donc, en effet, on lui a donné un mois de repos. On a complété par une greffe antérieure. On voit ici. Donc ça, c'était en septembre 2009. Elle était formidable pendant 6 ans, cette dame. Elle a repris une vie correcte. Elle n'a pas pu perdre de poids et en effet, là se discute l'Ozempic, l'utilisation de ce produit miracle actuellement chez des personnes comme elle. Donc elle revient en décembre 2015 avec des douleurs assez importantes, un gros déséquilibre à la marche. Et là, on voit qu'elle a bien fracturé au niveau de la zone qui était restée sans support antérieur. Donc, on a procédé à une reprise chirurgicale par abord postérieur, changement des tiges, un bricolage pour lui permettre un redressement. Et on a complété par une olive pour fermer le gap et éviter encore une fracture à ce niveau-là, puisque de toute évidence, comme elle avait fait sa première fracture au niveau de la zone non fusionnée par devant, elle allait faire encore une fois une complication de ce genre-là. Là, depuis 2016, elle va bien, elle est suivie régulièrement sur le plan clinique et radiologique, elle se porte bien. Donc là, on voit l'olive avec la cage intersomatique. Donc en effet, si on regarde un petit peu l'évolution de cette patiente, on voit comment elle a évolué. Donc, entre 2007 et 2016-2017, sur 10 ans, elle a eu un nombre important d'interventions avec une morbidité importante. Elle s'en sort bien à la fin, mais si on devait refaire le schéma depuis le départ, est-ce qu'on aurait fait autre chose? Est-ce que quelqu'un a d'autres idées? En effet, donc là, pour être encore dans l'actuel, c'est une patiente qu'on a opérée un peu en urgence. C'est une dame de 77 ans qui a un BMI qui est dans les 30, qui n'a pas d'autres problématiques sauf cette cruralgie et un déficit handicapant à la marche par une tête qui dépasse devant. On voit donc en intraopératoire une correction satisfaisante. Donc là, c'est la fluoroscopie intraopératoire qui était pour nous globalement satisfaisante. Donc ça, c'est à peu près le même schéma qu'on a là actuellement. C'est une dame que j'ai opérée. J'ai rajouté ces quelques diapos puisque je l'ai opérée il y a quelques jours. Pardon? Oui, c'est des TELIF. Là, j'ai tout fait par derrière. Est-ce que, par exemple, dans ce cas, il fallait que je mette aussi une cage en L5-S1, mais c'était prolongé aussi le temps opératoire.
vois, et c'est une dame qui est quand même fragile, frêle. Donc, on va voir l'évolution, mais c'est des cas qui sont quand même, je pense, assez récurrents dans la vie de tous les jours. On a des patients réguliers. Je pense que tous, on a ce type de dégénérescence et de déformation dans nos pratiques. Et je pense qu'il faudra en tirer des conclusions, c'est important. Je suis tout à fait d'accord. Ah, t'as pas fini. Vas-y. Oui, Non, je suis tout à fait d'accord avec toi. On voit plein de spondy et de double spondy. ouais. Et le principal message, on en a déjà parlé sur les précédents FCR avec des petites coms, c'est que le double spondy, c'est une déformation. Donc, il lui faut un télérachis. On ne peut pas partir sans. Ouais. Je pense Merci. que c'est vraiment ça. Donc, en effet, en take-home messages, la polyarthrite rhumatoïde, l'obésité, l'ostéoporose et la corticothérapie au long cours sont des facteurs de risque pour la survenue des complications. Donc, il faut les traiter. Comme Vincent, tu as dit, on a le temps, sauf urgence, de traiter tous ces gens-là, de leur faire perdre 20 kilos, d'améliorer leur qualité osseuse. Et nous, on envoie systématiquement un référent rhumato-médecine interne qui met les patients régulièrement sous teriparatide quand il n'y a pas de contre-indication. Donc, c'est des gens qui gagnent en qualité osseuse. Donc, quand ils perdent du poids et qu'ils ont une bonne qualité osseuse, le résultat est meilleur. Et comme a bien dit, je pense, Solène, le teriparatide, il a une activité antalgique qui est assez impressionnante, notamment dans les petites fractures et les petits tassements vertébraux. Donc, il faut, comme on a appris, éviter la ou l'hypercorrection. On sait bien que l'absence de support antérieur va entraîner la pseudarthrose et on a tous appris, et je pense que ça, c'est un message qu'on redit à tous nos internes, nos fellows et nos résidents, c'est que les 2 tiers de la lordose lombaire doivent être entre L4 et S1. Donc, donner de la lordose lombaire sur l'arc supérieur ne peut être que source de PGK, PGF et même de défaillance du matériel. Donc là, il y a pas mal d'articles concernant l'ostéoporose, concernant la prise de corticothérapie orale. Ce qui est intéressant, c'est que cet article-là, les obèses et ceux qui sont maigres présentent une problématique pour la chirurgie avec un taux de complications qui est plus important. Il me reste donc deux topos. Et là, donc, il y a une série récente qui vient d'être montrée. L'hypocorrection et l'hypercorrection sont tous les deux des facteurs qui vont produire de la PGK, PGF avec le temps. Et je termine donc par notre série de la SFCR qui avait montré que le support antérieur permettait de diminuer de 30% les risques d'avoir une problématique de montage. J'ai vu pas mal de dossiers depuis ce matin que tout le monde a présenté. Il y a très peu de supports antérieurs. Il y a pas mal de dossiers qui sont passés et on est toujours, je pense, avare avec un support antérieur, alors qu'on a bien montré dans nos séries, dans la série de la SFCR, que c'était mieux de faire un support antérieur quand ce n'était pas très compliqué. Et je vous remercie. On a la place pour une ou deux questions avant la dernière partie sur l'avenir de la société. Moi, j'en avais une sur ta remarque sur les 2 tiers de la lordose en distale. Tu as pas mal d'études récentes qui montrent que sur les grandes IP, en fonction de ton type d'IP, tu as ton apex de lordose qui est plus ou moins crânial. Et il faut rester attentif à ça, puisque restaurer de la lordose distale, ça ne veut pas forcément dire restaurer de la lordose L4 sacrum. Donc, il faut bien regarder l'apex de lordose où il doit être situé normalement pour notre patient, pour ne pas avoir une erreur de correction sagittale. En effet, tu vois, c'est surtout, ça s'applique surtout aux fortes incidences pelviennes avec un apex qui est, donc la grande majorité de la lordose est plutôt basse. Sur les incidences pelviennes qui sont un peu plus faibles, la lordose a une distribution qui est différente pour regarder l'incidence pelvienne, je pense. Moi, j'utilise beaucoup une alternative aux OTP, qui est de faire des triples abords, en fait, de faire une résection première postérieure, puis une alif importante grâce à la résection postérieure L4, L5, L5, S1, puis de reprendre par derrière
Et comme ça, je pense que, enfin, j'ai commencé à avoir une belle série de patients à qui on peut restaurer leur dose au bon endroit sans forcément passer par l'OTP qui est bien sûr plus, enfin, qui engendre plus de complications, etc. Donc, je pense qu'il y a vraiment une clé en utilisant en alternance la libération postérieure et la LIF. Je pense que c'est important pour régler le distal. En fait, un patient, par exemple, qui a on leur fait un scanner avant, il a un gros défaut de lordose, j'ai fait une grande libération postérieure, je laisse l'os sur place, je referme avec un petit drain, puis je fais une alif le même jour, puis je fais une alif de niveau en général, en travaillant bien la lordose. Et puis, si c'est un très long montage, eh ben, je le laisse une semaine tranquille après, je fais mon long montage. Ou si c'est un petit montage, je peux le même jour faire un troisième temps. Et je ne suis pas le seul, hein, c'est un peu décrit, ça. Et je trouve on est quand même très efficace et que ça évite des OTP, quoi. Nous, on fait d'abord précédant la correction postérieure, mais est-ce qu'il y a un intérêt important, majeur, à ce que tu fasses ta libération postérieure avant la LIF? Est-ce que tu Ouais. trouves une différence Ah qui est... oui. Oui, on gagne vraiment beaucoup plus. C'est très ankylosé. On ne peut presque pas ouvrir devant si c'est avec une grosse arthrose, hein. Il y a les cages hyperlordotiques aussi. Il faut avoir une bonne gamme de cages. Moi, je suis assez d'accord que le temps postérieur premier, et je trouve qu'il n'est pas toujours nécessaire dans ces cas-là, parce que parfois, on peut mettre une cage qui reste très lordosante, même si le plateau vertébral ne prend pas d'abord cette lordose, il reste un petit peu suspendu. Et après, quand on passe derrière et qu'on fait l'arthrectomie, qu'on referme, en fait, la vertèbre va finir de se cabrer. Et je trouve qu'en 2 temps, ça marche bien aussi. Ouais. Gros dans les reprises chirurgicales. Il y a toujours eu cette controverse. Est-ce que je fais du ACR, antérieur column realignment, c'est-à-dire ouvrir les disques bien comme il faut avec des cages hyperlordosantes, versus je commence par le temps postérieur avec les Smith-Petersen et la libération. Donc la discussion, bien évidemment, elle est ouverte. Je pense que ce qui conditionne quasi la décision, c'est peut-être la sténose. Parce que s'il y a une sténose assez serrée sur un niveau, L4, L5 ou L5, S1, y aller par devant pour mettre une cage hyperlordosique peut être très neurotoxique. Donc c'est parfois la sténose qui va faire la décision en commençant par le temps antérieur. Par le temps postérieur, pardon. Mais la discussion, elle est séduisante parce qu'effectivement, le réalignement avec des cages hyperlordosantes par devant permet parfois de se passer d'une ostéotomie transpédiculaire plus morbide et plus sujette à complications. Le poids du patient, non? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais la neurotoxicité, quand même, se retrouver avec une queue de cheval. Après, le poids, ça t'embête devant et derrière, hein. Au final, ça dépend où il est son gras. Les femmes obèses, elles sont molles, tu vois, ça, je m'en fiche, quoi. Parfois, c'est impossible.